Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue les chroniqueurs du soir. Bonsoir Gabrielle Cluzel. Bonsoir Pierre. Éditorialiste, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir. Nous allons parler ensemble et nous accueillons Mohamed Sifaoui. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, politologue, auteur de Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste. On va commencer, si vous le voulez bien, Mohamed Sifaoui, par la fin de votre livre et non pas par le début, même si vous documentez de façon très précise comment tout cela a commencé, encore même sous l'occupation palestinienne par la Grande-Bretagne. Ce que le Hamas fait aujourd'hui. Hier, nous étions en direct avec le colonel Rafovitch de Tsahal, parce qu'il y a eu Tsahal a retrouvé cet otage israélien, ce bédouin qui était vigile dans un des kibboutz et qui a miraculeusement été sauvé après 326 jours de détention dans un tunnel. Voilà ce que le colonel Rafovitch nous racontait à propos des méthodes utilisées par le Hamas sur la population palestinienne, des boucliers humains, mais pas que. Écoutez ce genre de procédé. Vous savez, il y a une époque où le Hamas payait des milliers et des milliers de Gazaouis, femmes et enfants compris, leur donnait des bus et des taxis pour aller quitter les villes de la côte, pour aller ensuite engager des manifestations violentes. Vous vous souvenez, c'était en 2018-2017, contre Tsahal. Quelle personne normale, n'est-ce pas, va prendre un autobus ou un taxi pour femmes et enfants, avec des bébés, pour aller à la frontière, pour provoquer Tsahal? Personne de normalement constitué, sauf si on est payé, si on soit de l'argent, ou si on est avec le Hamas dans cette histoire-là. Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsahal, qui était donc hier soir dans Europe 1 Soir en direct. Vous reconnaissez les méthodes du Hamas, comme vous les décrivez dans votre livre, Mohamed Sifaoui? Complètement. Ce qu'Olivier Rafovitch raconte, c'est la période de ce qui a été appelé la manifestation des retours, organisée justement par l'actuel chef du Hamas, l'homme fort du Hamas, Yahya Sinwar, qui avait dans sa stratégie justement, dès qu'il est devenu l'homme fort de l'organisation, suscité les premiers troubles, 2018-2019, en organisant une série de manifestations qui permettaient aussi de voir les réactions de l'armée des frontières, de l'armée israélienne, et il l'a dit, et beaucoup l'ont dit par la suite, je parle de ceux qui suivent le Hamas et depuis plusieurs années, que c'était pour lui aussi un premier test, une sorte de premier tour de piste en voie de préparer quelque chose de beaucoup plus important. Parce qu'il est documenté aujourd'hui que les attentats du 7 octobre 2023 ont été pensés entre 2018 et 2020, mais ont été véritablement préparés à partir de 2020 en réaction aux accords d'Abraham qui ont commencé à sceller un certain nombre de liens entre certains pays arabes, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan notamment, et qui mettaient en voie de normalisation un certain nombre d'autres pays très importants, dont l'Arabie Saoudite notamment, mais pas seulement, et le Hamas, sous l'égide de l'Iran, des mollahs iraniens, ont décidé de faire quelque chose de très important pour justement torpiller totalement ce processus. Ce qui glace le sang quand on lit votre livre, ce sont les extraits de la charte du Hamas qui ouvrent chacun des chapitres de votre livre. Je le disais tout à l'heure, tout a commencé bien avant la constitution de l'État d'Israël, avant l'occupation en fait britannique de cette zone du monde, et puis les mouvements terroristes ont évolué. Vous citez d'ailleurs page 201 que on a toute une série, les brigades Al-Qassam, les brigades Al-Quds, une branche de Fatah, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Moi, ça me rappelle mes jeunes années lors de la deuxième intifada, où effectivement ces brigades multiples apparaissaient dans l'information, puisqu'il y avait des combattants et des terroristes de toutes les sortes. Comment est-ce que tout cela a évolué vers une seule population qui est celle du Hamas, et ce Hamas qui, on a l'impression, tient les Palestiniens qui n'ont plus le choix que d'obéir à ce que veut le Hamas aujourd'hui? Il y a eu une conjonction d'éléments. D'abord, un contexte palestinien assez particulier, et ensuite, des erreurs répétées de la part des gouvernements israéliens, et des erreurs répétées jusqu'à la folie
par justement l'actuel gouvernement. L'une des folies majeures. Et des gouvernements palestiniens aussi, qui n'ont pas su tenir leur population. Non mais ça, d'abord, il n'y a pas un gouvernement palestinien digne de ce nom, puisqu'il n'y a pas d'État de Palestine. Il y a une autorité, il y a une autorité palestinienne, et c'est ce que j'ai voulu, il y a une autorité palestinienne qui ne peut pas tenir raisonnablement, parce que n'a pas les moyens militaires. C'est un peu comme ce qui se passe au Liban. Vous avez une milice armée qui est beaucoup plus puissante en hommes et en matériel que l'autorité officielle. Pourquoi ? Parce que l'autorité officielle, son armement est ultra contrôlé, alors que le groupe terroriste, lui, est financé par le Qatar et aidé par la Turquie et armé et financé par le régime des mollahs en Iran. Donc c'est devenu un véritable mastodonte. Mais la folie des Israéliens, et ça c'est très intéressant pour ceux qui pensent que le terrorisme islamiste, on lutte contre lui à travers des coups de gueule, des coups de menton ou à travers des discours xénophobes, ultranationalistes, etc. Le 7 octobre a eu lieu au moment où une partie de l'extrême droite dirige le pays. Les ministères de la sécurité, la défense et la sécurité intérieure sont entre des mains de gens qui sont connus pour des propos outranciers et racistes. C'est tout ce qu'ils savent faire. La réalité des faits, c'est que la folie dans cette affaire, c'est qu'en 2006-2007, un certain cynisme a amené Ariel Sharon à se désengager de Gaza sans négocier avec personne et à livrer, en connaissance de cause de la dangerosité du Hamas, le territoire à une organisation terroriste. Pourquoi j'appelle ça une folie ? Parce que quel gouvernement sérieux, quel État sérieux pourrait accepter d'avoir à ses frontières une organisation terroriste dont on connaît la nuisance ? Puisqu'il y a un consensus chez les gens sérieux et raisonnables pour dire que le Hamas est une organisation terroriste qui est nourrie par une idéologie totalitaire et antisémite. C'est bien de le rappeler, parce que vous savez très bien que beaucoup de personnes de la classe politique aujourd'hui en France ne pensent pas ainsi. C'est pour ça que j'ai précisé les gens sérieux et raisonnables. Je ne parle pas des abrutis qui continuent de penser que le Hamas serait une organisation de résistance. Donc, j'ai apporté toutes les preuves, tous les éléments factuels, documentés, qui montrent que d'abord, c'est une idéologie totalitaire qui nourrit cette organisation. Rappelez que cette organisation a tué énormément de Palestiniens et rappelez enfin que cette organisation veut la destruction de l'État d'Israël. Et bien cette organisation-là, des Israéliens, lui ont permis, au nom d'un calcul politique étroit, de contrôler un territoire de 365 km² et finalement de monter en puissance au fil des années. Quand on analyse la qualité, entre guillemets, des attentats qui sont perpétrés par le Hamas. Vous avez parlé de la seconde intifada. On a une montée en puissance du djihad islamique et du Hamas. La précision tristement la précision. La qualité. C'est-à-dire qu'avant, c'était des rafales de mitraillettes, c'était quelques prises d'otages. C'était pas organisé. C'était des attentats à la bombe, c'était des attentats suicides. Je ne dis pas que c'est pas grave, c'est très grave, puisque ça a coûté la vie à beaucoup de personnes. Mais ça ne représentait pas une menace stratégique sur l'État. Là, vous avez progressivement, à partir de 2006-2007, une organisation qui dispose de roquettes, ensuite de Katyusha, de roquettes qui vont à une portée de 5 km, ensuite 10 km, l'année suivante 15 km. Parce que tout cela est financé, et vous le dites notamment par le Qatar. Mais justement, et on a laissé faire pendant plusieurs années, jusqu'à finalement atteindre un point de non-retour qui, et je l'avais annoncé, je l'avais dit, j'avais tiré la sonnette d'alarme des dizaines de reprises, y compris en engageant des polémiques avec certains, je dirais, ultras de la politique hasardeuse de Netanyahou. Je leur disais que cette politique-là allait les mener droit dans le mur et qu'elle mettait inéluctablement en danger la sécurité de l'État d'Israël. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle il n'y a d'autre choix pour les Israéliens que de détruire militairement et politiquement le Hamas, parce que le Hamas, il faut revenir au début de l'histoire, le Hamas ne doit plus contrôler un territoire. Comme on a vu avec Daesh, par exemple, l'intensité des attentats a touché un point, je dirais, de non-retour au moment où Daesh était devenu un proto-État contrôlant un territoire. Et là, vous avez les moyens dont dispose un État. C'est-à-dire que qualitativement, forcément, vous avez une qualité d'attentats qui sont quasiment ceux d'un État. Aujourd'hui, Daesh n'est pas exterminé. Il reste Daesh comme organisation terroriste, mais on voit que l'intensité des opérations terroristes a baissé considérablement. L'erreur majeure à ne jamais commettre, c'est jamais laisser un groupe terroriste, un groupe islamiste diriger un territoire.
Georges Fenech et Gabriel Cluzel vous écoutent dans votre explication et ce livre qui vient de paraître, Hamas, infiltration, plongée au cœur du groupe terroriste aux éditions du Rocher. Georges Fenech, voulez vous questionner, je pense, Mohamed Sifawi. Non, mais c'est très intéressant ce que Mohamed Sifawi développe et précise des choses que nous n'avions pas forcément encore en mémoire, ou plus en mémoire, mais admettons, l'hypothèse, le Hamas, groupe terroriste, c'en est un, qui ne peut pas assurer effectivement une vie politique à côté de l'État d'Israël. Admettons que Netanyahou et son gouvernement réussissent, comme ils disent, à éradiquer le Hamas, c'est-à-dire en fait tuer Sinwar, quoi. Il reste plus que, en gros, lui qui est un des représentants les plus importants. Mais après, l'idéologie, le Hezbollah, l'Iran, etc. Comment vous voyez les choses? Qui va prendre une suite? C'est pas l'autorité palestinienne avec Mahmoud Abbas, on est d'accord? Ce n'est qu'une étape, Georges Fenech, justement. Ce que j'expliquais dans le livre, c'est que le Hamas, c'est une fusée à 3 étages. Il y a l'architecture idéologique, qui est effectivement difficilement démantelable. Il y a l'architecture politique et il y a l'architecture militaire. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est de démanteler et d'écraser complètement l'architecture militaire. Et l'architecture militaire du Hamas, ce sont des munitions et des missiles de qualité offerts par les Iraniens notamment, des missiles qui peuvent véritablement faire beaucoup de mal, qui sont à disposition du djihad islamique et du Hamas. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce sont les munitions, c'est-à-dire qu'il faut absolument tarir les munitions. C'est pour ça que les Israéliens veulent absolument contrôler ce qui est appelé, pour ceux qui connaissent la bande de Gaza, le corridor Philadelphie. C'est de là que rentrent les armes, entre autres. Il y a aussi par voie maritime. Restera enfin la question politique. La question politique, c'est faire en sorte à ce que le Hamas ne soit plus un acteur politique. Parce qu'il y a même une incohérence dans laquelle sont rentrés beaucoup d'Occidentaux, y compris les Américains. C'est d'un côté, il est clair que le Hamas est inscrit sur les listes des organisations terroristes aux États-Unis et par l'Union européenne, mais d'un autre côté, il est considéré comme un acteur. Et ça, c'est la même ambiguïté qui existe avec le Hezbollah libanais. Et il faut y mettre de la cohérence, il faut arrêter avec cette hypocrisie. À un moment, une organisation terroriste, c'est une organisation terroriste. Et n'écoutez surtout pas ceux qui vous racontent des balivernes et qui vous expliquent qu'il y aurait d'un côté une branche militaire et une branche politique. La branche politique est au service, justement, de la branche militaire et elle déploie, justement, toute la rhétorique et la couverture pour essayer de légitimer les actions meurtrières. Gabriel Cluzel. Moi, il me semble, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais que les Occidentaux font 2 erreurs d'appréciation. La première, c'est 2 erreurs, elle est elle-même en 2 parties, des erreurs psychologiques, me semble-t-il. C'est-à-dire que pour nous, et comme pour Israël, la vie ne représente pas la même chose. Vous parlez de Sinwar. Sinwar, il a été relâché pour un échange d'otages contre un otage israélien. Ils étaient, je ne sais plus combien, à avoir été relâchés. Et aujourd'hui, finalement, Israël paie cet attachement à la vie de ses citoyens. Et nous autres occidentaux, le Hamas partage ça avec les autres terroristes. Ils n'accordent pas la même importance à la vie. D'ailleurs, Mohamed Merah, dans un autre style, l'avait dit. Nous aimons tant la mort que vous aimez la vie. Je ne sais plus si c'était exactement ça. Et le deuxième point, il me semble que nous vivons. Alors, vous parlez de l'extrême droite, de Netanyahou, etc. Mais j'ai le sentiment que pour le Hamas, on vaut moins pour ce que l'on fait que pour ce que l'on est. Et les kibboutz qui ont été attaqués étaient des kibboutz finalement assez progressistes, qui étaient très ouverts aux Palestiniens. On dit même que s'ils avaient les plans, c'est parce qu'il y avait des Palestiniens qui travaillaient dans ces kibboutz. Donc c'est pas le jusqu'au boutisme d'extrême droite qui a développé le Hamas, si j'ose dire. Même quand il y avait une bienveillance à l'endroit des Palestiniens, ça n'a pas empêché d'être attaqué. J'ai jamais dit ça. Je pense que vous l'avez mal compris. J'ai dit que la question de la lutte anti-islamiste et antiterroriste ne se résout pas avec des coups de montant et des envolées à l'emporte-pièce dont est friande l'extrême droite. J'ai dit que les postes de sécurité sont tenus à ce moment-là par des éléments, par des personnalités d'extrême droite. Et par conséquent, ces personnalités d'extrême droite qui parlent beaucoup n'ont pas su sécuriser le territoire israélien, n'ont pas su assurer la sécurité au peuple israélien. C'est ce que je retiens, et c'est ce que l'histoire retiendra. Alors sur le reste, oui, alors le nous et le vous, ça dépend qui vous mettez et quel contenu. Moi, je suis plutôt de ceux qui disent qu'il y a effectivement un choc. C'est un choc entre ceux qui croient dans la démocratie. Et voyez-vous, il y a beaucoup de Palestiniens qui en font partie,
parce qu'il y a beaucoup, on en parle beaucoup, on n'en parle pas du tout, plutôt, ils sont totalement invisibilisés. Ces Palestiniens qui rejettent justement le Hamas et qui sont parfois tués par le Hamas. Ce sont des gens comme ça qui, par exemple, nous informent, journalistes, qui nous permettent d'avoir des éléments, qui parfois nous sortent des documents. Et je dirais plus loin, ce sont ces gens-là aussi qui tiennent aussi à la vie, comme vous autres occidentaux, qui permettent à Israël aujourd'hui d'avoir du renseignement de terrain. C'est aussi ces gens qui luttent dans les pays musulmans qui vous permettent justement à vous de ne pas être submergés par un certain terrorisme que vous n'avez jamais su gérer, puisque vous parlez en nous et en vous. Moi, je préfère qu'on parle de nous, démocrates, et eux, totalitaires. Là, vous mettez, vous, immédiatement vous curseur sur un nous musulman et un nous musulman, un nous occidentaux et un vous musulman, si j'ai bien compris. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je vous avais dit le nous et le vous. Oui, je dis le nous non. et le eux. Le nous et eux. Oui, pardon. Je pense que les terroristes, c'est eux, par exemple. Vous mettez avec qui? Ce sont les non-terroristes. Vous n'êtes pas terroriste, monsieur. Non, mais voilà, je parle des terroristes. Voilà, vous parlez des terroristes. Mais c'est très important parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que j'ai cru entendre. Il n'y a aucune ambiguïté dans ce que dit Gabriel Cluzel. J'ai pas d'ambiguïté. Moi, j'en ai entendu, donc pardon, s'il n'y avait pas d'ambiguïté, c'est parfait. En tout cas, il faut lire Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste. C'est votre dernier livre. Merci beaucoup, Mohamed Sifaoui, d'être passé par ce studio.